au fond, c'est bon. Sauf que rien ne va fonctionner comme ça. La première chose, c'est que le château de Bourbon, il va résister pendant toute la bataille, il ne sera jamais pris, et il ne sera même jamais menacé, ce qui fait que Wellington n'aura jamais de renfort à envoyer de ce côté-là. Alors nous, on n'en parle pas beaucoup en France, du château de Bourbon. En Angleterre, c'est là que se gagne la bataille. Le château de Bourbon, tout le monde le connaît en Angleterre. D'ailleurs, l'Angleterre y attache une telle importance qu'elle a donné, je crois que c'était 2 millions de livres pour la restauration du château de Bourbon à l'occasion du bicentenaire de la bataille. C'est là que tout s'est gagné. C'est là que tout s'est gagné parce qu'au lieu d'avoir fixé Wellington sur le château de Bourbon, Napoléon s'est fait fixer par lui. C'est-à-dire qu'il a eu là des troupes qui n'ont servi à rien pendant toute la journée. Au bout d'un moment, ils n'ont même plus attaqué le château parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas le prendre. Et Napoléon n'a jamais fait l'effort d'envoyer des renforts de ce côté-là pour appliquer son plan. C'est là que Napoléon se dérègle totalement pendant cette journée, c'est qu'il ne subit pas son impulsion tactique de la journée. Il va vouloir finir vite, il va vouloir finir en force, il va vouloir un affrontement frontal, comme on a eu à Wagram, comme on a eu à Borodino, et la manœuvre, il va totalement l'abandonner. Ce qui fait que toutes les troupes françaises qui vont se trouver du côté du Bourbon, c'est pas qu'ils ont dormi dans l'après-midi, mais enfin, il n'y a pas eu beaucoup. Après la première attaque qui a été repoussée, la deuxième a été repoussée, les Français ont attendu, et évidemment, là, il ne s'est rien passé, et le général en chef, Napoléon, n'a pas dit, mais attendez, attaquer ce château, prenez-moi ce château, c'est essentiel. Parce qu'entre-temps, impatient, Napoléon a lancé la grande attaque, ce qu'il appelle la grande attaque, sur le centre ennemi. On va peut-être reprendre la donc, le château de Bourmont n'est pas pris, donc Napoléon va lancer cette grande attaque ici pour percer le centre de Wellington. C'est-à-dire qu'il n'a même plus l'attention de départ, je les pousse, c'est en fait, je leur rentre dedans, passez-moi l'expression, et puis on va. Or, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lorsque Napoléon lance la grande attaque, on aperçoit évidemment, à l'est du champ de bataille, on aperçoit des troupes, et ce sont les troupes prussiennes. À ce moment-là, un corps d'armée prussien, une trentaine de milliers d'hommes, fait son apparition à l'horizon, et donc non seulement Napoléon a été fixé sur Bourbon, mais il va être obligé d'envoyer une partie de ses réserves en direction du corps prussien pour le recueillir. C'est-à-dire qu'en début d'après-midi, Napoléon a déjà dépensé beaucoup de ses réserves. Il a déjà utilisé beaucoup de ses forces, et c'est évidemment dramatique ce qui va se passer ensuite, parce que évidemment Napoléon va très vite savoir que ce premier corps prussien est suivi d'autres. Blücher a annoncé le matin, j'arrive avec un corps, et 2 heures plus tard, j'arrive avec toute mon armée. Napoléon, à un moment donné, va le savoir, donc il se dit, il faut que j'arrache la décision. Et arracher la décision, c'est vraiment transpercer le centre des Anglais. Alors, il va se passer en milieu d'après-midi un événement célébrissime qui est à Zincourt numéro 2, c'est la grande charge de cavalerie française. Alors, cette grande charge de cavalerie, elle est toujours destinée à disloquer le centre anglais, et elle va être menée un peu en dépit du bon sens. Elle va être menée en dépit du bon sens par le maréchal Ney, qui, à un moment donné, voyant... alors, il y a un événement qui est que Napoléon fait avancer une grande batterie de canons vers les lignes britanniques, que Wellington, voyant avancer ses canons, demande à ses hommes de reculer de 15 pas ou 20 pas. Donc, toute la ligne anglaise va reculer de 20 pas, et Ney va penser que les Anglais se replient. C'est grave. Et donc, il va se lancer, d'abord avec à peu près 2, 3, 4 000 cavaliers, et puis, passant devant les autres, il leur dit « je charge », ainsi de suite, personne ne comprend ce qui se passe, et les gens pensent, les commandants de la cavalerie pensent que c'est une charge générale qui doit se passer. Et donc, va s'ébranler la cavalerie napoléonienne dans son ensemble, y compris des escadrons de la garde impériale, que Napoléon ne va pas rappeler. Alors, on dit toujours Ney à sacrifier, mais Napoléon, à l'entendre soulever Napoléon, il a vu passer la cavalerie devant lui. Les 10 000 cavaliers, il les a sûrement vus. C'est parce que c'est bien 10 000 cavaliers qui vont charger sur une distance de moins d'1 kilomètre. Donc vous imaginez, c'est une charge absolument terrible. C'est une charge que certains comparent à la grande charge de cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau.
Là aussi, on avait chargé un peu n'importe comment, mais le bras, à ce moment-là, était soutenu par de l'infanterie quand même. Hein. En fait, il venait au secours de l'infanterie française. Ça n'était pas une attaque comme ça, hein, contre une armée qui n'avait pas été entraînée. En principe, quand on envoie la cavalerie, c'est qu'on a déjà bien bombardé l'adversaire, c'est qu'il y a de l'infanterie qui va venir en soutien. Là, il n'y a pas d'infanterie, il n'y a pas d'artillerie, il n'y a rien. Le maréchal Ney s'enfile avec 10 000 cavaliers sur les lignes anglaises. Alors une charge de cavalerie, ça ne fait pas comme la charge quand la cavalerie vient aider la diligence contre les Indiens, ils ne galopent pas pendant 20 minutes. Certains d'entre vous font du cheval, si vous faites galoper votre cheval sur 2 km, soit vous êtes épuisé, soit le cheval explose. Donc une charge de cavalerie, ça prend du temps. On ne part au pas, on se met au trot, on se met au grand trot, il y a 200, 300 mètres de l'objectif, on se met au galop. Ça veut dire que quand Wellington voit cette cavalerie, il a tout le temps de réagir. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide de mettre ses troupes en carré. Alors, un carré, je ne sais pas en carré, mais un carré, en principe, la cavalerie n'arrive pas à entrer dans le carré. C'est pour ça qu'il faut de l'artillerie. Il faut d'abord un petit peu les ébranler avant que les cavaliers pénètrent dans le carré. Ça, tout le monde le sait, et il n'y a aucune raison que Ney ne l'ait pas su. Et il va pourtant continuer sa charge de cavalerie. Il va y en avoir 6 ou 7, au cours desquels les cavaliers français, vous voyez le film de Bombardier qui a filmé les carrés du ciel, les cavaliers français vont tourner autour des carrés, c'est-à-dire qu'ils ne vont faire quasiment aucun mal à l'infanterie anglaise, qui, elle, pendant ce temps-là, c'est les Indiens, voilà, comme les Indiens qui tournent autour des chariots, et pendant ce temps-là, les Anglais vont s'en donner à cœur joie. Ils vont tuer des hommes, ils vont tuer des chevaux, ainsi de suite. Ça fait penser toujours à l'histoire que j'ai encore le temps de raconter. Quand la reine-mère, vous savez, c'était il y a 160 ans, là, est allée visiter le champ de bataille de Waterloo, le guide qui était là me racontait qu'au bout d'un certain moment, elle en avait un peu assez. Et puis donc, parce qu'on lui montrait qu'il a, etc. Et puis il y a bien le guide local qui commence à lui parler de je ne sais quel charge ou machin. Et puis elle en avait tellement marre qu'elle a dit « et tous ces pauvres chevaux ». Et alors à ce moment-là, évidemment, tout le monde a compris que Sa Majesté en avait assez à autre chose. Et tous ces pauvres chevaux, c'est pendant la grande charge de cavalerie de Ney qu'ils ont été tués, et la cavalerie française est quasiment détruite à ce moment-là. Encore une fois, c'est assez court. La même prétention de Ney au départ, et le même résultat, c'est que la cavalerie française est totalement détruite. Napoléon, ce que voyant, Napoléon décide quand même de jouer son bateau. Alors vous savez qu'à ce moment-là, Wellington aurait dit qu'au vu de la nuit, Blucher arrive. Blucher est vraiment en train d'arriver et il va déboucher, on va voir tout à l'heure, au plus mauvais endroit pour les Français. Napoléon se dit, va-tout, j'envoie mes dernières réserves pour enfoncer le centre anglais. Alors je repasse juste au plan général. Les charges de cavalerie ont eu lieu ici. Et Napoléon, après la prise de la ferme de la S5 très tard dans l'après-midi, va envoyer sa dernière offensive ici, en se disant cette fois je vais les disloquer puisqu'ils ont été obligés de transférer beaucoup de réserves du côté de la cavalerie. Et là, pour ça, il va envoyer ses dernières réserves, c'est la garde impériale. On va vous citer la garde impériale, c'est un corps italien, assez peu mais c'est l'élite de l'armée. Et donc la garde impériale, elle n'allait pas partir, elle va faire son petit kilomètre et demi avant d'arriver devant les Anglais, avec la musique, avec les monnaies à poil, etc. Et les Anglais racontent que, en voyant ça, ils se sont dit, c'est-à-dire, on va y passer, parce que c'était des soldats tout le monde qui viennent. Et en fait, Wellington, une fois de plus, trouve la solution, c'est que sa ligne, bien sûr, va rester en place, et puis surtout, il va placer des tirailleurs à l'avant de la ligne. Et quand je dis des tirailleurs, c'est pas 50, c'est plusieurs centaines de milliers, qui vont simplement attendre, coucher dans les blés, que la garde impériale arrive à porter. Et au moment où la garde va arriver, ils vont se presser, ils vont les tirailler, et pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre, mais la garde a si peu donné qu'on ne sait pas si ça se serait passé comme ça ailleurs, la garde commence à fléchir, et la garde se met à reculer. Et donc ça va être extrêmement important pour la suite. Que voici. Voilà. On dit toujours que les Prussiens sont arrivés sur la droite des Français, à ce moment-là, parce que les Prussiens commencent par la marine. Et en fait, voici la situation du front au moment de l'arrivée des Prussiens. Donc vous voyez que tout le monde a bien avancé, puisque les Français sont en train d'essayer de pousser le centre de Wellington
19. Le premier corps qui est arrivé dans l'après-midi, qui était Bulot, est arrivé par ici, et il a occupé une partie du front, de telle sorte que les Français ont été encore obligés d'envoyer des réserves et de remonter. Et le reste de l'armée prussienne, vous voyez, il arrive par le village de Plan-Semois, c'est-à-dire qu'il a le meilleur endroit pour les Prussiens, le plus mauvais pour les Français, ce qui est une guerrière de l'île française. Se faire prendre par verre, c'est très bon en matière militaire, et donc vous voyez bien que là, la garde recule, les Prussiens arrivent, il va se passer ce qui se passe quelquefois, c'est qu'il va y avoir une panique générale, et toute la ligne française va lâcher. Toute la ligne française va lâcher, et elle va lâcher dans une fuite éperdue. Les témoignages qui sont donnés à la fois par les soldats prussiens, par les soldats anglais, montrent bien que ça a été vraiment un sauve-qui-peut général. Les gens se montant les uns sur les autres, se bousculant pour passer dans les endroits praticables, on jette ses fusils, on jette ses canons. On dirait, non, de la garde impériale vont résister jusqu'au bout, et vont protéger au départ la retraite de Napoléon, qui ensuite vont se faire massacrer avec un mot fameux qui n'a jamais été prononcé, qui tient en 5 lettres, prononcé par le général qui lui-même a toujours dit qu'il n'avait jamais prononcé, mais voilà. Donc ainsi, on va appeler s'achève la bataille de Waterloo avec une fuite de l'armée française. L'armée française est détruite à Waterloo. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ébranlée, elle n'est pas vaincue, elle veut faire mieux, elle est détruite. Elle part complètement en quenouille, et en plus, comme on ne connaît pas la région, comme on n'a pas étudié les cartes, tout le monde va se présenter au même endroit pour passer la rivière. Comment s'appelle la rivière? C'est les Dils. Tout le monde se précipite pour passer la Dille au même endroit. Un petit pont qui est large comme la moitié de cette pièce. Et là, vous avez 60 000 personnes qui vont pouvoir passer au même moment. Ça fait que les Prussiens arrivent derrière pour évidemment nettoyer un petit peu tout ça. Et il va y avoir à peu près 6 à 7 000 morts français pour une journée de bataille. C'est beaucoup plus que la bataille d'Eylau. C'est véritablement une hécatombe avec des milliers de prisonniers et des milliers de blessés. Napoléon a réussi à s'en sortir. Il extrait. Il a fallu vraiment être. Alors, avant de passer à la conclusion de tout ça, juste l'affaire Grouchy. On dit toujours Grouchy, Grouchy, petit Grouchy, c'était plus cher, etc. Et donc le pauvre Grouchy, Napoléon ne le rate pas évidemment dans ses mémoires en disant que Grouchy, il aurait dû revenir. Alors, quelques éléments. D'abord, contrairement à ce que Napoléon lui-même a affirmé, il n'a jamais donné l'ordre à Grouchy de revenir vers le champ de bataille. Le seul ordre qu'il aurait donné ne figure pas dans le registre des ordres du major général. C'est-à-dire que, en principe, aucun ordre ne part sans qu'il ait été enregistré par le major général, puisque c'est lui qui envoie les ordres. Cet ordre n'y figure pas. Il y a une publication d'un ordre qui n'est pas original, donc on ne sait pas si Napoléon a ordonné à Grouchy de revenir. Alors, quand bien même il lui aurait ordonné, cet ordre serait arrivé à 2h30, à 3h30 ou à 4h30 de l'après-midi. Grouchy se trouve à peu près à ce moment-là à 10 km du champ de bataille. Alors, faire parcourir 10 km à vous tous qui êtes en pleine forme, ça prend une petite heure, parce que vous allez courir et arriver sur le champ de bataille. Faire 10 km à 33 000 hommes, c'est totalement impossible dans un laps de temps réduit. Il faut 3, 4, 5 heures pour y aller. Et encore, pour y aller, faut-il, dans ce cas-là, franchir la Dyle? Alors la Dyle, ça n'est pas l'Amazone, mais c'est quand même une rivière. Et une armée ne franchit pas une rivière comme un individu franchirait. Il y a des canons, il y a des chevaux, il y a des caissons, etc. Les gens à l'époque ne savent pas vraiment nager. Et puis, un obstacle, même si elle fait que quelques mètres là, c'est un obstacle difficile. Et donc Grouchy, pour passer la Dyle, aurait dû remonter au nord, sur la ville de Poivre, qui se trouve un petit peu au nord du champ de bataille de Waterloo, qui est exactement le point de passage de l'armée prussienne. C'est-à-dire qu'il aurait trouvé du coup les Prussiens, mais ils les auraient trouvés face à lui à un moment où justement Blücher avait beaucoup protégé cette zone, puisque c'était le seul pont pour aller vers Waterloo. Par ailleurs, dernière chose, vous savez que tout le monde lui aurait dit il faut marcher au canon, et patati et patata, et puis je ne sais plus quel général lui reproche d'avoir mangé des fraises. Bon, c'était la saison des fraises, donc on mangeait ce qu'on trouvait, hein, donc on mangeait des fraises, si ça avait été la saison des poireaux, il aurait mangé des poireaux, mais là c'était des fraises, on se voit beaucoup de lui, il y a des fraises de Grouchy, il y a des amis qui s'appellent comme ça,
En fait, qu'est-ce que ça veut dire marcher au canon dans les armées napoléoniennes? Marcher au canon, ça veut dire que quand un corps éloigné du gros de l'armée entend le canon, sait qu'il y a une bataille, il doit rejoindre le corps d'armée principal. Or, dans les règlements napoléoniens, c'est valable seulement si le corps extérieur, si vous voulez, se trouve sur ce qu'on appelle le même théâtre d'opération. Donc, qu'est-ce qu'un théâtre d'opération? Un théâtre d'opération, c'est un terrain qui fait que le gros de l'armée n'est pas séparé du reste par une rivière. Or, là, dit. Donc, Grouchy, peut-être bêtement, mais pas bêtement, applique le règlement. Il n'a pas à marcher au canon. Deuxièmement, les ordres de Grouchy, c'est de poursuivre les Prussiens. Ça n'est pas de venir aider l'empereur contre les Anglais. Grouchy, lui, il le justifiera comme ça d'ailleurs. Il va prendre l'ordre, c'est d'empêcher les Prussiens de revenir. Mais bon, on fait partir avec plusieurs choses. Donc je crois que là aussi, Napoléon a surinterprété les hésitations de Grouchy pour justifier sa propre défaite. Parce que Napoléon a commis des fautes énormes pendant la bataille de Waterloo. D'abord, il ne s'en est pas occupé de sa bataille. Il était malade, il n'avait pas fait reconnaissance la nuit. C'est tellement vrai que dans ses mémoires, Napoléon dit l'empereur reconnu le champ de bataille comme il le faisait toujours en pleine nuit, accompagné d'un tel, un tel et un tel. Sauf qu'un tel, un tel et un tel, on tous dit qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance de nuit. Napoléon avait dormi la veille de la bataille de Waterloo. Il était malade, il souffrait d'hémorroïdes, certes, mais aussi de dysphorie et autres désagréments. Il était fatigué, il n'était pas dans son assiette. Tous ceux qui l'ont vu le jour de Waterloo l'ont dit. Quasiment pas sur le cheval. Son poste d'observation, il en a changé à plusieurs reprises, très péniblement. Il n'était pas dans son état normal. Deux, il a pris toutes les décisions qu'il ne fallait pas prendre. C'est-à-dire qu'il a changé, ce qu'il ne faisait jamais avant, il change de tactique en cours de bataille. En n'insistant pas sur le château du Boulon, et en se disant je vais emporter le centre anglais, il ne respecte même pas les règles qu'il s'est fixées à lui-même. Et puis, là aussi, n'oublions jamais quand même qu'il a une facilité, parce qu'on a toujours l'air de dire le grand Napoléon, machin, mais bon, Wellington et Blücher ont fait très exactement ce qu'il fallait faire. Alors que ces hommes manquent de panache, qu'ils ne soient pas, ils n'aient pas gagné la bataille d'Artois, la bataille d'Austerlitz pour d'autres, peu importe, à Waterloo, ils se sont comportés véritablement en grand chef militaire. Alors la conclusion de tout ça, c'est que, comme il fallait s'y attendre, que Napoléon rentre à Paris, et les chambres qu'il voulait monter sont en ébullition. La défaite militaire, on va dire la défaite politique, il arrive à Paris le 21 juin, il a dit le 22. C'est dire qu'il ne s'est pas beaucoup battu contre les chambres, et même pour la petite histoire, Lafayette, qui croyait avoir rappelé son rôle historique, dit à Fouché, mais il faut nommer un gouvernement provisoire, nommez-le. Alors Lafayette se voit déjà président du gouvernement provisoire, et quand Fouché nomme le gouvernement provisoire, il n'y a pas Lafayette dedans. C'est ce qui veut dire grande intelligence de Lafayette, politique, très très grande politique française. Quand vous dites ça, les Américains sont très surpris, parce qu'ils croient que c'est Lafayette, c'est Rochambeau, quand les forces françaises en Amérique. Laissons Lafayette de côté, on se fera en 1830, on a aussi une nouvelle exploitation. Voilà. Donc Napoléon, obligé d'abdiquer à ce moment-là. La conséquence de Napoléon, elle est formidable, puisqu'elle fait que nous sommes là ce soir, c'est Saint-Hélène, c'est des légendes, etc. Mais la conséquence de la France est terrible. La bataille de Waterloo, c'est, on va dire, la fin du rêve français, la fin du rêve géopolitique français, la prépondérance en Europe, etc. Plus jamais la France n'aura son mot à dire véritablement sur l'organisation de l'Europe. À partir de Waterloo, c'est l'Angleterre qui commande dans le monde. Et c'est l'Angleterre qui décide de tout. Alors évidemment, on va dire oui, les Français, grâce à Napoléon III, etc. Les Anglais, on aura toujours besoin des Anglais pour intervenir militairement quelque part. Et puis surtout, la France va être sanctionnée. Elle va être très lourdement sanctionnée au moment du traité de paix. Le premier traité de paix en mai 1814 avait été relativement doux. Les Français avaient perdu les conquêtes au moment de la Révolution, mais au niveau de la culture du territoire, tout ça s'était fort bien passé. En 1815, il n'y en a plus question. Le
traité du 20 novembre 1815, c'est toute chose égale par ailleurs, mais si on parle en francs constants, on est à peu près dans les indemnités du traité de Versailles pour l'Allemagne, compte tenu des richesses nationales de cette époque-là. Indemnité de guerre, 5 ans d'occupation du territoire, remboursement d'un certain nombre d'exactions qui avaient eu lieu depuis le début de la Révolution, alors que le traité de Paris les prohibait en 1814. L'ensemble va coûter à peu près 2 milliards de budget français, soit 6 ans de budget. C'est aujourd'hui tout ça sont des petits chiffres, mais bon, quand même à l'époque, ça faisait quand même très très cher. Et la France va donc être effectivement occupée pendant 3 ans, hein, puisque comme elle aura payé son indemnité de guerre plus tôt que le traité à Aix-la-Chapelle, on décidera que la France peut rentrer dans le concert européen, elle va quand même payer très très cher cette affaire de Waterloo. Le seul avantage de la bataille de Waterloo, des 100 jours de la bataille de Waterloo, c'est que ça va donner le plaisir de parler devant vous aujourd'hui, sinon le reste, le bilan est assez faible. Merci. Je trouve que tout a été dit. Récit. Un exposé passionnant qui a permis de resituer la bataille dans ses enjeux, dans son déroulement. Les cafés historiques sont très intéressants, mais ils obéissent à un certain nombre de contraintes. Donc nous avons, je crois, 15 minutes à peine pour poser des questions. Alors je vais commencer la première, c'est un peu difficile à le lire. Première question. Donc l'empereur a organisé ses armées du côté espagnol, du côté italien, du côté suisse, même s'il savait que l'essentiel allait se passer du côté belge, hollandais, anglo. Et sur le plan financier, parce que bien évidemment, mener une nouvelle campagne, ça doit coûter de l'argent, il y a aussi des soldats, mais il faut aussi que l'intendant se suive. Qu'est-ce qui avait été prévu, qu'est-ce qui a été mobilisé? Bon, tout n'a pas été dépensé, puisque la campagne n'a pas duré très longtemps, mais qu'est-ce qui avait été prévu dans ce domaine? Alors, pour la première fois de son règne, Napoléon utilise pendant cette campagne, il utilise, on va dire, la dette. Napoléon est un homme qui n'aime pas l'emprunt, qui n'aime pas la dette, officiellement. En fait, il a fait beaucoup d'emprunts cachés pendant tout son règne. Le problème de l'emprunt, c'est que vous ne prêtez que si vous avez confiance. Et ce que Napoléon ne voulait pas, c'était l'insulte du marché. Il savait très bien que vous ne prêterez pas. Il y a eu un emprunt public sous l'Empire, c'est ce qu'on appelle l'emprunt de Saxe. C'est donc la Saxe qui empruntait officiellement. Je crois qu'ils empruntaient 6 millions. Il y en a eu à peine 1 million couvert par l'épargne. Napoléon a acheté un asile. Vous voyez, donc il fait de la dette. C'est-à-dire qu'il va faire des bons, il va faire des papiers. Et il va faire des papiers notamment sur la vente des biens communaux. Il a décidé qu'on va vendre pour 100 millions, vous n'allez jamais à 10 millions près, on va vendre pour 100 millions de biens communaux. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour vendre ces biens communaux, donc il va créer des bons. En fait, de la monnaie de singe essentiellement, parce que beaucoup de cette monnaie a été refusée après la Restauration. Mais donc voilà, il va créer des bons. Il va grignoter la petite cagnotte qui avait commencé à être refaite par le baron Louis, qui était ministre des Finances de Louis XVIII, et puis il y a même des fournisseurs qui ne sont pas payés, puisqu'au moment du retour de Louis XVIII, on estime que grosso modo, il y a eu 500 à 600 millions de dettes qui ont été créées par cette campagne, au cours de laquelle les soldats sont partis, pas du tout comme vous le voyez sur les images Panini. On n'a plus d'images Panini sur la vidéo, mais beaucoup n'étaient pas armés, beaucoup n'avaient pas d'uniforme, il faut le savoir. On a envoyé en Belgique des dragons à pied en disant on va trouver des chevaux là-bas, etc. C'est une armée, même l'armée du Nord, qui avait été choyée par Napoléon, une armée très très mal équipée. Très mal équipée, pas assez de munitions. En pleine bataille de Waterloo, Soult envoie un ordre à Davout, enfin une demande à Davout, qui est ministre de la guerre, en lui disant envoyez-nous des munitions, envoyez-nous des blés, nous sommes en pleine bataille et nous commençons à en manquer. C'est comme si le raid partait à la suite d'une maison et il n'y avait plus de munitions au bout de la voiture. Donc maintenant, des questions dans la salle. On avait encore des troupes dans les garnisons, non? Alors, les troupes dans les garnisons. Les troupes dans les garnisons, c'était essentiellement la garde nationale. Parce que les prisonniers, vous parlez par exemple de
Ils étaient rentrés, d'ailleurs, généralement, ils étaient rentrés sans le sou. Le gouvernement de la Restauration ne s'était pas occupé d'eux. C'était plutôt enclin à être pro-napoléonien. Donc il y avait plus cette réserve de plusieurs centaines de milliers d'hommes que Napoléon avait, on se demande pourquoi, en 1813, laissé en Allemagne, qui ont continué à siéger. Alors, dans les places françaises, il y a eu d'abord des travaux qui ont été lancés, et puis on a ensuite sorti régulières, y compris les troupes de marine, etc., pour les mettre dans les fameuses armées qui pouvaient garder les frontières. Et on les a remplacés par de la garde nationale. C'est-à-dire, comme je le dis, vous et moi, habillés en militaire, voilà. Donc il n'y avait plus de réserve. La bonne chose aurait été de remettre la Constitution. Le problème était que quand Napoléon part en campagne, le corps législatif, la Chambre des représentants est réunie depuis 15 jours. Donc on n'a pas encore pris de mesures concernant la Constitution. Donc c'est le manque d'effectifs de toute façon. Pour répondre à la question qui m'a posée après Waterloo, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'idée de Napoléon, c'était de négocier. Donc il n'y avait pas de deuxième bataille. C'était là, j'entre à Bruxelles, en ville, j'exprime mon désir de paix. Au passage, je carotte la Belgique, parce que ça, Napoléon n'aurait pas pu s'empêcher de le faire dans son discours au Champ-de-Mai. Vous savez, quand il prête serment à l'acte additionnel de la Constitution de l'Empire, cet homme qui n'arrête pas de dire la France des Bourbons me suffit, etc., il fait un discours dans lequel il parle des limites naturelles de son empire. En Europe, tout le monde a compris ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ça recommence. Donc voilà, il est assez incohérent. Et puis, évidemment, si la guerre avait continué, il aurait suffi aux Alliés d'entrer dans l'est du pays, ils étaient à Paris à 3 semaines. Quelques jours avant la bataille, notamment le 16 juin, il y a eu des défections dans l'armée française, notamment le général de Bourmont. Est-ce que des défections comme celle-là ont pu avoir un impact sur le plan psychologique? Alors, est-ce qu'elles ont été connues d'abord? Oui, alors sur le plan psychologique peut-être, sur le plan stratégique aucun. Parce que quand Bourmont passe à l'ennemi, il n'a pas le plan de campagne qui est arrivé plus tard. Il y a une étude extrêmement précise qui a été faite là-dessus. Et puis surtout, il a reçu par la suite des certificats, c'est-à-dire Wellington a bien dit, écoutez non, il avait demandé d'ailleurs à tous ses officiers de se taire, de ne pas parler, et ainsi de suite. C'est plus cher à refuser de le recevoir parce que je disais qu'un Jean Foutre restait pas toujours un Jean Foutre, et que ce soit la cocarde. Et donc en fait, Bourmont n'a pas pu donner le plan parce qu'il n'avait pas, tout simplement. Ceci étant dit, à partir de l'offensive française, de l'autre côté, tout le monde a compris ce que veut faire Napoléon. Le problème d'ailleurs, c'est pas si grave de savoir ce que veut faire Napoléon, puisque son mouvement va obliger ainsi que l'ennemi à faire des choses. Donc voilà, Bourmont n'a pas passé le... Sur le plan psychologique, est-ce que ça a été connu des troupes? Oui, ça a été connu. Ça a été connu général. Oui, ça a été connu. Il y a un côté psychologique, mais d'abord, Bourmont venait de se rallier pour la Xème fois à Napoléon. Donc, il n'avait pas trop de confiance en lui. Mais il y avait des problèmes psychologiques plus graves. Par exemple, le fait que Soult ait été nommé major général, non pas qu'il fût un mauvais major général, il était plutôt doué pour ce métier-là. Simplement, Soult était détesté de tout le monde parce qu'il avait été ministre de la guerre à la fin de la première restauration. Il avait pris des mesures contre l'armée qui évidemment étaient insupportables aux autres. Donc je dirais que psychologiquement, c'est plutôt Soult qui a atteint, on va dire, même le moral de la troupe, puisqu'il y a un soldat, dit-on, qui arrête Napoléon au début de la campagne de Charleroi, enfin l'entrée à Charleroi, et qui lui dit le maréchal Soult nous trahit, enfin, etc. Voilà. Donc il y avait plus contre Soult. On a beaucoup parlé de la pluie et du terrain boueux, c'est là. Ah, oui, alors la pluie et le terrain boueux, c'est vrai, retarde le début de la bataille. Alors, par la suite, le général Drouot commandait la garde impériale, mais c'était l'artilleur conseil, si on veut, de Napoléon. Drouot a dit, c'est ma faute, c'est moi qui ai demandé qu'on attende 3 heures. Napoléon lui-même, dans ses mémoires, évoque ce délai, etc. Je fais juste, avant de revenir à la question, une remarque. Les heures que nous donnons de la bataille de Waterloo ne sont pas les bonnes en heure de l'époque. Par exemple, on dit toujours, les Français fuient, il est 20h et il fait nuit. Nous sommes le 18 juin, il y a le soleil, il n'est pas couché le 18 juin. En fait,
locale de l'époque est à 2 heures de décalage par rapport à celle qu'on donne habituellement. Comme vous voyez, vous n'avez pas un problème simple, ça complique encore un petit peu. Je reviens là-dessus. Napoléon accepte effectivement, il y a eu un orage terrible la veille, et Napoléon accepte de retarder le début de la bataille, soi-disant pour attendre que le terrain sèche. Mais comme le 11h de Napoléon, c'est en fait à 9h du matin, l'heure solaire, hein, si on fait bien. Donc le soleil à ce moment-là n'est pas suffisamment fort pour assécher le terrain. Donc là, il y a une erreur effectivement d'attente, mais elle va très bien dans la psychologie de Napoléon au matin de la bataille. Il ne sait pas que les Prussiens arrivent et il méprise totalement Wellington. Au petit déjeuner qui est pris par l'état-major, Soult met en garde sur la position défensive, etc. Et Napoléon le bravoure, il lui dit évidemment, vous croyez que Wellington est un bon général parce qu'il nous a battu en Espagne. Mais en fait, ce sera l'affaire d'un déjeuner. Donc il y a un côté chez Napoléon, il est tellement sûr de l'emporter, très probablement, si les Prussiens n'arrivent pas, ils gagnent la bataille. Le problème, c'est que les Prussiens arrivent, et qu'ils n'arrivent pas par hasard, ils arrivent parce qu'ils ont décidé d'arriver. Donc, effectivement, il y a cette affaire d'avoir retardé de 2 heures ou 3 heures le début de la bataille, qui aurait peut-être pu, en effet, permettre à Napoléon d'enfoncer les Anglais, qui étaient un peu au bord de la rupture à ce moment-là, avec des signes souriant à Napoléon vite. Alors, une toute dernière question, malheureusement le temps tourne vite. Ce que j'aimerais un peu comprendre, c'est que cette bataille qui est quand même très frontale, parce que moi je trouve que Wellington, il a appris beaucoup en Espagne. Il a même une quasi-victoire où l'armée française lui coûte très cher en position défensive. Et c'est quelqu'un, quand on l'observe dans le temps, il apprend bien. Et moi je pense, ce que j'arrive pas trop à saisir de Napoléon, quelquefois il était tellement génial, mais là on dirait un brouillon. C'est-à-dire, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il espère après une bataille comme ça, même s'il la gagne, c'est une victoire à la Pyrrhus. N'importe qui veut l'affronter après, il ne fait plus le poids. Oui, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que je parlais d'un moment de prendre ses rêves pour des réalités, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que en dépit de tous les conseils qui lui sont donnés, il est convaincu qu'il va éventuellement pouvoir négocier avec l'adversaire. Or, jamais on va négocier avec lui. Personne ne veut négocier. Il n'en est jamais question. Et même s'il était entré dans Bruxelles, même s'il avait détruit l'armée anglaise, ça aurait été peu probable parce que tous ces souverains qui croyaient quand même donner un certain poids à leur parole se sont promis de ne pas négocier. Ils n'auraient très probablement pas négocié. Moi, je vois que Napoléon, il engage les 100 jours parce qu'il s'ennuie, etc. Je pense, le mot est énorme, mais il va vous faire bondir, mais l'intérêt national n'a aucun impact sur ses décisions en 1815. Ça, c'est sûr. Mais je suis quand même directeur de formation. Bien. Merci. Je remercie Julien. Il pourra peut-être répondre un peu en aparté à quelques questions des uns et des autres. Et je passe tout de suite la parole à Stéphane Barry qui a quelques indications techniques à vous donner. Eh bien, encore merci. Vous pourrez tout à fait poursuivre la conversation après avec notre intervenant. J'ai un problème avec ça, je m'en ai. Vous savez que le Plana est une brasserie et nous pouvons aussi continuer la soirée autour d'un repas. Des livres sont à votre disposition ici, donc Thierry Lenz se fera vous dédicacer, n'hésitez surtout pas à les consulter. Et la prochaine conférence aura lieu le 21 janvier, toujours sur le 19e siècle, mais autre sujet, nous recevrons Jacques-Olivier Boudon pour nous parler de la démocratie. Voilà. Et un grand merci encore à Thierry Lenz et à Laurent Post pour avoir mené ce débat. Merci.